toutes les stations ici, Radfield, break. Charlie. Whiskey. Charlie, Hotel 7. Stand by. 6. Charlie. Whiskey. Charlie. Hotel 7. Stand by. 6. Charlie. Charlie. Bon, passons à l'information. Comment allez-vous ? Bienvenue, bienvenue. Passons à l'information. Activité inhabituelle du commandement stratégique des États-Unis, du Stratcom. Cela continue vendredi avec un message d'action d'urgence rare, l'EAM, avec 21 caractères transmis précédemment par l'armée de l'air via le HFGCG. Eh bien, cela fait partie des choses étranges qui se passent en ce moment dans les messages, qui sont évidemment codés et que, eh bien, vous auriez lu aujourd'hui, le 24 avril, un vendredi comme aujourd'hui. Merci beaucoup d'être parmi ceux qui nous accompagnent. Voyons les détails de l'actualité mondiale. Mais, eh bien, écoutez, je sais que beaucoup de gens ont été pleins d'espoir avec le cessez-le-feu, parce qu'au final, je veux dire, qui veut la guerre ? Personne non plus. Mais la réalité nous montre que l'accent est mis sur le conflit et c'est ce que nous allons analyser. Aujourd'hui, comment vois-tu ce message ? Oui. Étrange, non ? Aujourd'hui, on partage sur les réseaux des choses qu'on n'aurait jamais vues, comme capter ces audios et les diffuser au monde. Rappelez-vous qu'ici, nous avons déjà vu entendu plusieurs audios, généralement russes. Oui. Ensuite, nous en avons entendu un Iranien. Iranien, oui. Iranien en farsi. Eh bien, et ensuite celui des États-Unis. Je crois que c'est la première fois qu'on en écoute un des États-Unis. Oui. Super étrange, super étrange. Bon, ce sont les 21 caractères qui sont affichés en ce moment. Cette image aussi attire l'attention, eh bien, elle attire l'attention. Que se passe-t-il là ? Bon, ici nous voyons une autre attaque contre une embarcation dans le Pacifique oriental de la part des États-Unis. C'est ce que rapporte aujourd'hui le commandement Sud. Le commandement Sud, ou Southcom comme on l'appelle, a annoncé que, sous les ordres du général Francis Lodoman, la force aérienne conjointe a lancé, eh bien, littéralement la Lanza del Sur, comme il l'appelle, n'est-ce pas ? Cette opération aurait attaqué cette embarcation. Un sujet, évidemment, malheureusement terrible. Et, eh bien, passons aussi aux détails de ce qui se passe en ce qui concerne l'information. L'Iran a donc remplacé un comité qui était auparavant politique. Il l'a remplacé par 3 généraux. Nous avons déjà parlé d'Ahmad Vahidi, de Mohamed Bagher Solgar et aussi du général Yahya Rarim Safavi, conseiller militaire et également mémoire institutionnelle de la doctrine de guerre de l'Iran. 3 généraux qui sont ceux qui contrôlent et qui, selon les renseignements israéliens et américains, sont très unis. On peut appeler ça un coup d'État, ce que tu veux, parce que c'est un coup militaire, mais au final, la politique reste, disons, latente. Ils cèdent le pouvoir et disent « Occupez-vous de ça, vous êtes ceux qui connaissent le conflit, alors allez-y. » Qu'est-ce qui se passe ? Ce sont 3 hommes qui dirigent réellement le pays en pratique. Il s'agit du brigadier général Ahmad Vahidi, que nous avons déjà vu ici plusieurs fois. Il est responsable de l'attentat en Argentine et entretient des liens étroits avec le Hezbollah. C'est pourquoi il est difficile que les demandes des États-Unis soient exaucées. Donald Trump affirmait hier qu'il ne fallait plus financer le Hezbollah. Ce sera difficile car ce personnage est étroitement lié à ce groupe et dirige la garde révolutionnaire. Et puis, il y a le général Mohamed Bagher Solgar, qui dirige le Conseil suprême de sécurité nationale, et enfin le général Yahya Zarin Safavi, qui est conseiller militaire et mémoire institutionnelle de toute la doctrine de guerre de l'Iran. Ils n'ont pas de guide suprême présent. On sait qu'il est malade. C'est-à-dire, soit il ne peut même pas prendre de décision, soit il peut la prendre, mais il n'est pas présent dans les médias. On ne l'a pas vu, en fait. Non. Non, c'est comme s'il n'existait pas. Même pas sa voix. Donc, eh bien, ceux qui dirigent ou qui font entendre leur voix, ce sont ces 3 personnages. Ce sur quoi insistent les renseignements israéliens et américains, c'est que le système n'est pas fracturé. Le système fonctionne normalement, mais maintenant ils sont simplement en phase militaire. On peut appeler ça un coup d'État militaire ou non, mais au final c'est le même système.
C'est juste que maintenant, le guide suprême est mis à l'écart et ceux qui dirigent sont 3 généraux. Est-ce qu'ils vont rendre le pouvoir aux politiciens ? Honnêtement, on ne le sait pas. Mais ça, du moins à ce stade, l'approche est totalement militaire. Enfin. Ils ont eu une très bonne capacité d'adaptation à la perte de leur chef. Ça, c'est certain. Et l'autre jour, dans un message, le fils de Nasrallah disait cela. Vous vous souvenez de celui qui dirigeait vraiment le Hezbollah ? Il expliquait que leur organisation n'a pas un seul chef. Si on enlève cette tête, il y en a une autre, et d'autres encore peuvent diriger. Eh bien, cela fait partie de ce qui se passe en ce moment. Dans la région, il semble qu'il n'y ait pas de retour en arrière possible. Le conflit est là. Allons, cela montre que Donald Trump va dans cette direction, car il est dans cette bulle où, de son point de vue du moins, c'est ce qu'il fait publiquement, parce qu'on ne sait pas non plus, mais publiquement, évidemment, ce qu'il montre, c'est qu'il dit qu'il va y avoir une négociation. Il va y avoir une négociation et il va y avoir une négociation. Eh bien, cela contredit complètement ce que dit le renseignement de ce pays. Et donc, ce que dit Israël, c'est qu'ils sont déjà prêts et positionnés pour attaquer les dirigeants, parmi lesquels ces 3 généraux, ainsi que Mojtaba Amineh lui-même. Autrement dit, il y a déjà une opération qui est manifestement en cours de planification pour aller contre ces personnages. En fait, on sait, il y a des informations selon lesquelles ces personnages sont passés, disons, d'un bunker à l'autre. Exactement, cela fait plusieurs jours que cette théorie circule. Ou bien, comment dire, fuite, fuite et encore fuite. Qu'aux États-Unis et en Israël, ils cherchent à savoir où se trouve, surtout cet Ahmad Wahidi, pour lui ôter la vie, car c'est un personnage très dur, comme je vous l'ai déjà dit ici. Et en ce moment, on rapporte qu'ils le déplacent de bunker en bunker pour le protéger. Ou bien le détroit d'Ormuz, c'est ce qu'ils sont en train de se disputer essentiellement. Le détroit sera, disons, la carte finale, pour ainsi dire, de ce jeu, du moins jusqu'à présent. Quoi d'autre avons-nous sur ce qui se passe là-bas en Iran ? Parce qu'il y a aussi un autre tournant géopolitique que nous devons analyser, c'est ce qui se passe avec l'Argentine, avec les Malouines, avec le Royaume-Uni, qui est aussi un tournant très important de pression des États-Unis sur le Royaume-Uni. Mais nous en parlerons tout à l'heure. Que se passe-t-il en Iran ? Y a-t-il d'autres infos ? On nous informe aujourd'hui que 34 pétroliers iraniens ont réussi à contourner le blocus des États-Unis. C'est ce qu'ils rapportent. Plus de 900 millions de dollars de pétrole auraient traversé le détroit d'Ormuz. C'est un sujet qui attire beaucoup l'attention concernant les 34 pétroliers qui ont réussi à contourner ce blocus. Au moins 19 sont des pétroliers liés à l'Iran qui seraient sortis du Golfe et 15 autres sont entrés dans le Golfe depuis la mer d'Arabie à destination de l'Iran. C'est-à-dire que même si aujourd'hui nous avons vu Dan Kane dire qu'ils avaient arrêté 34, qu'ils avaient bloqué 34 navires, ils n'ont pas réussi, selon eux, à empêcher le passage de ces navires. Oui, bon, là je ne sais pas, j'ai des doutes évidemment que ce soit vraiment le cas, mais bon, c'est le message qu'ils ont diffusé, qu'ils auraient trouvé ce moyen de passer par le détroit. Tu dis que c'est trop petit pour que cela arrive, mais bon, ça fait partie de ce qui se passe dans ce bras de fer. D'ailleurs, le pétrole que nous suivons a clôturé aujourd'hui. Le pétrole clôture à 105. Voilà comment ça s'est terminé. Il n'a pas pu baisser malgré les tentatives pour le faire baisser. À un moment, il laissait même tomber à 103 $. Ici, nous le voyons. C'est le plus bas atteint aujourd'hui. 103 $ et le plus haut était de 107. Il reste à 105. Eh bien, c'est en gros comme jeudi ou comme la clôture de jeudi. 105 $, c'est donc évidemment un prix très élevé qui peut rester comme ça. L'effet va donc concerner tout le monde. N'importe quel pays qui consomme simplement du pétrole et du gaz, non ? Eh bien, cela va l'affecter, cela va produire un effet. Tu sais, mais ici on n'achète pas de pétrole au Moyen-Orient, oui, mais là où on achète du pétrole, de l'essence ou du gaz, eh bien au final d'autres pays vont aussi aller consommer. D'ailleurs, Ted, on voit les États-Unis mettre la pression sur la Chine et l'Iran en imposant encore plus de sanctions, même juste pour l'idée même de générer de la pression. Même les Européens eux-mêmes seraient prêts à augmenter les sanctions, c'est un sujet qu'on verrait plus en détail, mais passons à d'autres sujets importants. Qu'est-ce qu'on a d'autre par là ? Eh bien, aujourd'hui, Donald Trump, face à la possibilité, parce qu'on suppose que demain, parce qu'on lui avait dit que c'était aujourd'hui, mais bon, demain, Wickoff et Kushner partent pour le Pakistan pour des discussions,
On ne sait pas si Abbas Agarachi sera présent. Aujourd'hui, il l'était. J'avais la photo de son arrivée, mais il est reparti aussi vite. Tu ne disais pas où il était allé, mais il y est bien allé. Il y est resté plusieurs heures, et même allé jusqu'à Moscou. Exactement. Eh bien, il s'avère que selon Donald Trump, l'Iran va présenter un accord aligné sur ce qu'attendent les États-Unis. En réalité, nous pensons que c'est très difficile, parce que Donald Trump répète aussi cette idée depuis 50 jours, n'est-ce pas? Qu'ils se sont déjà rendus, qu'ils lui ont dit qu'ils acceptaient tout, et puis, 50 minutes plus tard, les Iraniens sont déjà en train de contredire ce commentaire. En attendant, il y a différentes réactions cette fois-ci de la part de Pete Hessel, qui dit ce qui suit. Juti transporte du matériel d'occasion en Chine. Monsieur, désolé, voici la question. Merci. Ryan Morgan de The Epoch Times, plus tôt cette semaine à ce sujet. Il y a eu un rapport, je crois que c'était du Washington Post, selon lequel le Pentagone avait informé le Congrès que cela pourrait prendre jusqu'à 6 mois pour nettoyer complètement le détroit d'Ormuz à la recherche de mines. Je me demandais si vous pouviez commenter un peu plus les détails du calendrier, la durée que cela pourrait prendre, et ensuite donner une idée générale du nombre de mines qui ont été posées. Nous ne spéculerons pas sur un calendrier. J'ai vu ce rapport. Il était encore une fois basé sur une autre fuite d'une session à huis clos qui était censée être classifiée. Et apparemment, soi-disant, c'était quelque chose qui aurait été dit à ce sujet. Nous avons confiance en notre capacité, dans le délai approprié, à nettoyer toutes les mines que nous identifions et nous encouragerions également d'autres pays à participer à cet effort. Mais nous suivons cela de très près. Monsieur le Président, voulez-vous ajouter quelque chose? Non, monsieur, je pense que vous avez tout dit. Sacrée réaction. Il s'agace aussi de ce genre de questions, tout comme cette réaction de la part de Macron lui-même. Oh, mais honnêtement, regarde ce que nous avons accompli au cours de la dernière décennie. Cela ne s'était jamais produit dans notre histoire et nous avons la chance d'être ici, mais nous étions le continent dont la spécialité était la guerre civile. Je veux dire, pendant des siècles, nous avons toujours eu des guerres civiles. Et le projet initial était un projet de paix et de prospérité. Nous avons mené le projet à bien. Plus de guerre civile entre Européens. Nous ne devrions pas sous-estimer ce point. Exactement. Il est écrit ici que les États-Unis ont vendu plus de pétrole que jamais. Eh bien, tous les pays producteurs de pétrole vendent plus que jamais. C'est-à-dire qu'il y a évidemment un besoin en ce moment, et c'est précisément cela qui fait monter les prix. Et c'est précisément ce qu'il faut, ce qui affecte les États-Unis. C'est-à-dire, logiquement, si les producteurs de pétrole font leurs affaires, je veux dire, si tu es pétrolier, tu fais l'affaire de ta vie, parfait, mais les gens normaux, ceux qui ne sont pas pétroliers, eh bien, ils en souffrent. Pourquoi ? La nourriture est transportée grâce à l'essence, tout ce que tu veux, la nourriture. Tu as besoin d'utiliser des engrais dont il n'y a pas non plus un approvisionnement suffisant, autant à cause de la guerre en Iran que de la guerre en Russie. Donc tout cela fait qu'il y a un surcoût sur les aliments et sur tous les produits, il y a un surcoût. Donc oui, les pétroliers font leurs affaires, mais pour toi dans ta poche, pour moi et pour tous ceux qui ne sont pas pétroliers, ça génère un surcoût énorme. Ce bénéfice, ce n'est pas tout le pays qui le voit, seuls quelques-uns en profitent, n'est-ce pas ? Au final, c'est ça le business, et ce business n'est pas partagé avec tout le monde. Il est partagé seulement avec les entrepreneurs, les propriétaires de ces compagnies pétrolières, rien de plus. Donc c'est un sujet très intéressant, et ce n'est pas seulement le cas pour le gaz, c'est aussi le cas pour l'hélium. L'hélium va directement affecter les technologies, toutes les technologies, tout ce qui concerne les ordinateurs, les puces, tout cela va avoir un coût supplémentaire, et en plus de ça. Il y a encore des gens fous de jalousie qui disent donc on ne peut pas, cette année, diminuer un peu la quantité de puces. Évidemment, cela génère déjà des spéculations sur la raison de cette diminution. Ce n'est pas très clair, mais le fait est que le prix va dépasser celui des Chinois. Économiser d'ici la fin de l'année, car l'évolution des prix des technologies reste incertaine. Mais en plus, ils disent déjà que cela ne va pas se régler en un mois et peut-être même pas l'année prochaine. Bon, ça c'est si un accord est trouvé, mais ça aussi, ça semble difficile. La vérité, c'est que la situation n'a pas l'air très simple, mais bon, passons aussi à d'autres sujets et à d'autres réactions. Cette fois-ci, Sergueï Lavrov lui-même, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, dit ce qui suit.
Un autre facteur très puissant de déstabilisation de la situation dans le monde est l'expansion occidentale sur le continent eurasiatique qui se poursuit depuis plusieurs décennies, principalement dans les régions où l'influence de la Russie a toujours été forte, où se trouvaient nos intérêts traditionnels et légitimes. Pour ainsi dire, cette aspiration qui ces dernières années s'est simplement manifestée ouvertement, sous le slogan d'infliger une défaite stratégique à la Russie. Cela reflète cette politique menée depuis de nombreuses années, voire de siècles, comme il apparaît clairement aujourd'hui. À une certaine période de notre histoire, après la création de l'ONU, après la création de l'OSCE et même après la disparition de l'Union soviétique, l'une des principales conséquences de la déstabilisation occidentale est que la coopération avec l'Occident, toute cette coopération a été oubliée. Une guerre ouverte nous a été déclarée, et pour cela, le régime de Kiev est utilisé comme une sorte de fer de lance. Et enfin, une coopération sans soutien matériel. Des armes occidentales, des renseignements occidentaux, des systèmes satellitaires, la formation des militaires et bien plus encore. Tout le monde le sait. Coopération. Le régime de Kiev et l'État ukrainien sont ouvertement utilisés comme un bélier géopolitique. Ici, certains types assez francs, je crois que c'était à l'état-major belge ou allemand, ont déclaré publiquement qu'ils se préparaient à une guerre contre la Russie et que l'Ukraine les aide à gagner du temps. Eh bien, comme on dit souvent, on ne peut pas être plus clair. Eh bien, c'est ce que dit Sergueï Lavrov à ce sujet. Évidemment, le récit totalement russe, vous savez déjà comment elle est. Et bon, au final, ce sont, eh bien, que dire, des sortes de récits. Fondamentalement, dans tout cela, il y a un point qui reste clair, comme le mentionne Ben ici. La Russie n'a plus de quoi se défendre, et en effet, la Russie a été à la limite. Regardez. Regardez ce que cette guerre avec l'Iran a provoqué, selon les propres dires des États-Unis, rapportés dans leurs propres mises à jour, en un mois, 40 jours, moins de 40 jours de conflit. La moitié de ces missiles sont partis. Allez, les États-Unis ont utilisé énormément de munitions en un mois. Imaginez la Russie en 4 ans, même s'ils disent non, qu'ils ont industrialisé la guerre et qu'ils produisent beaucoup de munitions. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Tellement que, eh bien, les Russes ont perdu leur position en Syrie et avec l'Iran, ils ne font que leur donner leur bénédiction. Ils disent aux citoyens « faites de votre mieux » parce qu'ils ont envoyé des radars. C'est ce qu'ils leur ont envoyé. Mais à part ça, il n'y a aucun moyen pour que la Russie envoie du matériel à l'Iran. La visite de Gash aujourd'hui à Moscou est remarquable et constitue un sujet important. Cela s'inscrit dans leurs alliances, sans surprise, mais cela attire l'attention. Au-delà d'un voyage, je ne vois rien d'autre, n'est-ce pas ? Parce qu'au final, je veux dire, il n'a pas non plus beaucoup d'endroits où aller, Gash. Où pourrait-il aller ? C'est-à-dire, il est vraiment dans une situation compliquée. Mais bon, là-bas en Russie, on l'accueille bien et c'est aussi une partie de ce qui se passe. Mais attention à ce qui se passe avec cette nouvelle réalité où l'Europe s'arme jusqu'aux dents. La Russie essaie aussi de le faire. Ils accélèrent les choses. Évidemment. L'Australie accélère aussi. En fait, nous avons déjà mentionné comment ils ont réussi à produire suffisamment de drones pour en vendre même au Moyen-Orient. Il y a même déjà des discussions avec Israël, des discussions avec les États-Unis eux-mêmes. En fait, avec les États-Unis, il y a déjà un contrôle. Ils les utilisent déjà, je l'ai mentionné l'autre jour. Dans la revue. Oui, malgré les propos de Trump disant qu'ils n'avaient pas besoin de l'Ukraine, ils ont finalement engagé leur service contre les drones iraniens et ils ne semblent pas en manquer. Le président des États-Unis, d'un autre côté, a déclaré aujourd'hui à l'agence de presse Reuters que, la négociation va avoir lieu. C'est-à-dire, Trump insiste sur le fait que la négociation va avoir lieu. C'est un sujet qui est en cours et, disons, selon le récit américain, c'est ce qui va se passer. Ce qui attire l'attention, c'est que les médias, ou du moins la majorité de ceux que j'ai pu observer jusqu'à présent aux États-Unis, parlent de ce sujet. Ils évoquent en la tenue de la réunion et des possibilités de négociation. Et tu te demandes, est-ce que c'est vrai ? En fait, ça m'interpelle vraiment qu'ils parlent de négociation alors que l'Iran donne tous les signes qu'il ne veut pas de négociation.
C'est pourquoi, je pense que ce sujet doit être analysé, disons, sans trop se laisser guider par le désir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, évidemment, veulent la négociation du point de vue de la paix. Il y avait déjà une question par ici. Je vais voir si je la retrouve vite. Mais il y a une question très intéressante de Dals qui demande « Bon, et n'est-ce pas censé être les Iraniens, enfin plutôt le régime iranien, non? Un régime qui devrait être démoli, détruit. » Évidemment, disons, parmi eux, je pense que si tu demandes à une bonne partie des Iraniens, ils vont te dire « S'il vous plaît, faites-nous la faveur de les écarter. » C'est-à-dire, du point de vue de ce qu'ils défendent, ce régime. Tu dirais « S'il te plaît, qu'il y ait quelque chose de différent. » N'est-ce pas? C'est-à-dire définitivement, surtout à cause de leur vaste plan expansionniste. C'est-à-dire l'Iran est un pays qui, à travers le Hezbollah et tous ses groupes proxy, essaie de contrôler toute la région. Non, ils ne lésinent pas là-dessus, ils investissent tout l'argent qu'ils peuvent. Allez, des milliards de dollars qu'ils dépensent depuis des décennies juste pour influencer autant qu'ils peuvent. Il faut se rappeler que ces groupes n'étaient pas importants. Il y a quelques décennies, l'Iran n'avait pas cette idée de s'étendre de cette manière, mais sous les ayatollahs, c'est bien cette idée-là. Le problème, c'est la façon dont Donald Trump l'a fait. Je veux dire, il n'a pas créé de consensus. La seule façon pour que cela puisse être réalisé et que ça fonctionne, c'était d'obtenir un consensus. Et soudain, voilà le problème. Regarde ce qui est arrivé avec les tarifs douaniers. Il a commencé avec les décrets exécutifs et n'a cessé d'en signer. Fils, et tu n'avais pas besoin de décret, tu avais le Congrès de ton côté, il te suffisait de convaincre quelques démocrates et tous ces tarifs douaniers seraient redevenus légaux et tu n'aurais eu aucun problème. Maintenant, les États-Unis sont légalement obligés de rendre plus de 160 milliards de dollars qu'ils doivent restituer à toutes ces entreprises et pays auxquels ils ont imposé des taxes ou des tarifs douaniers. Alors tu dis, pour l'avoir fait à la hâte, pour l'avoir fait de la mauvaise manière, n'est-ce pas ? Que j'ai le pouvoir et que je fais ce que je veux. Et au dernier moment, c'est une démocratie et avec l'équilibre des pouvoirs et la justice, ils disent « Voyons, ceci est illégal, ceci est contre la Constitution et c'est tout, c'est fini. Rends l'argent et ils doivent le rendre. Il n'y a pas d'autre choix. » C'est pareil avec l'Iran. S'il avait discuté avec l'Europe, il n'aurait pas eu à tous les convaincre. De toute façon, il n'aurait pas convaincu l'Espagne. L'Espagne est très claire sur sa position, mais d'autres pays auraient pu être convaincus pour former une alliance avec eux et dire d'accord. On ne forme pas d'alliance et on ne passe pas à l'action, mais clairement cela n'a pas été fait. Et maintenant, le gouvernement a un problème quand tu laisses un ennemi dont tu disais « bon, il a quand même un peu de pouvoir ». Non, je ne veux pas qu'il continue à augmenter son pouvoir, mais le problème c'est que maintenant, si ce régime ne prend pas fin, ce qui vient après, c'est un régime encore plus fort. Comme ce qui s'est passé avec la Corée du Nord. Une guerre a créé cette division, et dans cette division, que fait la Corée du Nord? Elle se renforce. Le niveau que les armes nucléaires ont actuellement, et que, quoi qu'il arrive, les ayatollahs vont les obtenir. Si le régime continue, tôt ou tard, ils auront les armes nucléaires. Bien sûr, si l'Europe n'a pas voulu s'impliquer, j'insiste, c'est parce que Trump n'a pas su leur vendre l'idée, il n'a pas su les convaincre, il n'a pas voulu les convaincre. De plus, il n'arrêtait pas d'attaquer l'Europe, que ce soit avec l'affaire du Groenland ou en les traitant de lâches, il les insultait sans cesse. Qui voudrait faire des affaires? Ce n'est pas un personnage qui sait négocier ni créer des alliances. C'est un personnage qui se vend comme un négociateur, mais ce n'est pas un négociateur, c'est quelqu'un qui aime s'imposer. Les pays européens n'aiment pas qu'on leur impose des choses. Personne n'aime qu'on lui impose les choses ainsi, c'était le problème. Mais bon, quoi d'autre? Aujourd'hui aussi, sur la question de l'Iran, je pense que nous n'avons plus rien. Il reste 2 ou 3 petites choses, mais passons à d'autres sujets. On va couper. Oui, allons-y. Aujourd'hui, les États-Unis ferment le robinet à la Chine. Et cela se fait avec des sanctions annoncées aujourd'hui par Scott Bessel, le secrétaire au Trésor, qui impose des sanctions économiques à d'importantes raffineries de pétrole basées en Chine, ainsi qu'à une quarantaine de compagnies maritimes, de navires et de tankers impliqués. Concernant l'Iran, même si cela concerne la Chine, c'est bien lié à la guerre en Iran. Oui, et donc, cette mesure a été annoncée aujourd'hui, d'abord rapportée par l'AP. Et cela met à exécution la menace de Trump, qui avait menacé d'imposer des sanctions plus sévères à la Chine s'il apprenait qu'il continuait à extraire du pétrole ou s'il fournissait des armes.
Bon, ça est donc ce que... Je veux des sanctions, notamment contre les raffineries et compagnies maritimes. Je ne pense pas que nous resterons inactifs. Mettre la pression plusieurs fois, en résumé, et dire « je te sanctionne pour t'empêcher de faire du business » et leur enlever au moins une partie du pétrole qu'ils arrivent encore à vendre à la Chine, donc leur retirer cette force économique qu'ils pourraient obtenir. Oui, eh bien, le principal acheteur de pétrole pour la Chine, enfin, je veux dire pour aller en Chine, pour aller aux États-Unis, pour la Chine, ce que l'Iran lui vend représente environ 15%, mais pour l'Iran, c'est vraiment énorme. Eh bien voilà le sujet, et il y a ici un excellent commentaire qui dit « Et si Israël était impliqué, l'OTAN serait-elle intervenue ?» Non, en tant qu'organisation, ce n'est pas si simple, elle ne peut pas le faire. Il faut rappeler que l'organisation est un organisme de défense. Tu ne peux pas dire « changer les lois et d'un coup nous allons agir contre eux ». C'est pourquoi cela ne devait pas passer par l'OTAN, car cela n'aurait pas été possible. Aussi, si on choisissait un pays, il devait informer tous les autres. Oui. Ça aurait été. La question de la Turquie reste la question de la Turquie. Parce qu'elle y est totalement opposée. Donc il aurait fallu aller avec un pays qui a déjà des problèmes. Parce qu'il y a des problèmes, c'est-à-dire il y a des petits groupes qui ont attaqué l'Allemagne, qui ont attaqué certains pays et qui ont une excellente relation avec Israël. Dans le cas de l'Allemagne, je le dis spécifiquement parce qu'ils ont de très bonnes relations. Je pense que c'est l'un des pays qui a le plus de relations et qui a été le moins critique, par exemple, concernant Gaza, en comparaison, par exemple, avec l'Espagne. Donc, il y aurait au moins un ou deux pays et ils n'auraient même pas besoin d'opérer. Je veux dire, il aurait juste suffi de les préparer un peu, de leur dire « Regarde, il va se passer ça. Tout ce que je vais te demander, c'est d'aller t'installer et de placer des forces dans tous les pays du Moyen-Orient, et que tu leur dises « Ne t'en prends plus aux pays du Moyen-Orient. Rien que ça. » Avec ça, il perdait en cette carte, tout le monde le savait, pas besoin d'être expert. Tout le monde savait que l'attaque des Iraniens allait viser les pays du Golfe et le détroit d'Ormuz. Tout le monde savait ça, c'est quelque chose de très évident. Alors, enlève-leur cette carte, tu sais déjà qu'ils vont l'utiliser, enlève-leur cette carte et dis-leur, voyons, ils vont intercepter, ils vont essentiellement mettre en place un système de défense. Mais tais-toi là, tu dis que si on t'attaque, tu riposteras, mais tu n'interviendras pas. Mais si tu attaques mes amis, mes alliés, c'est-à-dire tous ces pays, notamment l'Europe. Ne me touche pas, ne touche pas le détroit, et là c'est fini. Là, ça aurait été une position différente, mais le problème c'est que, bon, on revient toujours à la même chose. Il ne leur a pas dit, et en plus maintenant, c'est comme une double trahison. Parce qu'il les avait déjà trahis avec l'affaire du Groenland et l'affaire de l'OTAN, où il les traite de lâches, mais ça n'est pas allé plus loin, enfin, parlons du Groenland. Exactement, ça n'a été qu'un simple spectacle, d'accord, très bien, juste du spectacle, de la trahison, mais juste du spectacle, ça crée déjà de la méfiance. Mais quand on touche à ton économie, à tous les pays européens, vers l'Europe, dans cet ordre, d'abord vers l'Asie, puis ensuite vers l'Europe. Ça frappe très fort leur économie, ça leur crée de l'insécurité, ça leur cause des problèmes au point que même les compagnies aériennes vont en avoir. Donc tout cela aurait pu être évité, au moins un peu, n'est-ce pas, s'ils le leur avaient dit. Il y aura des conséquences, peut-être une hausse du prix du pétrole, mais cela va arriver, il n'y a pas d'autre choix. Qui sait, peut-être que personne ne se serait le joint, car j'insiste, cela a aussi beaucoup touché l'Europe. Peut-être aurait-il fallu que cela se passe autrement. Et aussi, le problème ici pour l'idée de Donald Trump d'attaquer l'Iran, c'est que l'Iran, n'a pas attaqué les États-Unis, n'est-ce pas? Du moins pas directement, on peut parler de... comment ça s'appelle? Des guerres hybrides, oui, mais dans ce cas-là, la Russie en fait depuis des années. Voilà, des attaques hybrides, et probablement la Chine aussi. Donc je dis, si c'était le cas, ce serait déjà une guerre mondiale totale. Non, avec des guerres hybrides, tu ne peux pas répondre par une guerre ouverte. Voilà le problème. Ici, le premier, celui qui frappe en premier, c'est celui-ci. Les États-Unis, ils enlèvent toute possibilité qu'un pays veuille s'en mêler. Il n'y en aura pas, parce que dans ce cas-là, ce serait tout le monde contre tout le monde, et voilà. Enfin, voyons. Ils auraient dû attendre cette supposée attaque, c'est-à-dire qu'ils disaient en temps qu'une attaque arrivait et qu'il valait mieux frapper les premiers. Eh bien, oui, mais alors, où est-elle? C'est-à-dire, quelle preuve as-tu? Eh bien non, tu ne peux pas avoir de preuve de ça parce que, évidemment, ça fait partie du récit. Netanyahou l'a convaincu. C'est-à-dire, c'est ça le problème. Netanyahou a dit, tu attaques, sinon c'est moi qui vais attaquer, ou peu importe, et il s'est impliqué et... oui. Eh bien, différents conseillers de Bush, d'Obama se sont exprimés
Et plusieurs fois, Netanyahou est allé les voir avec le plan d'attaquer l'Iran. Ils ne l'ont pas convaincu, donc ils ne l'ont pas fait. Maintenant, il a trouvé quelqu'un qui l'écoute. Oui, à la fin, il les a convaincus. Ça lui a plu parce qu'au final, l'opération de juin s'est déroulée de façon très propre, pour ainsi dire, dans le sens où... Et celle de janvier aussi. C'était très précis, n'est-ce pas? Il y est allé, il est revenu et c'est tout, non? Oui, celle du Venezuela aussi. Ça lui a donné énormément d'assurance. Eh bien, il disait qu'il était insupportable, c'est-à-dire, les gens proches à la Maison-Blanche disaient qu'après juin surtout, il était très arrogant, mais à partir de ce qui s'est passé le 3 janvier, tu peux imaginer. Il ne passait plus les portes. Il ne passait plus les portes, voulait passer et disait « poussez-vous », car ça lui était monté à la tête. En fin de compte, ce genre de personnage prend vite la grosse tête et il était très hautain. Il a donc trouvé facile de lui dire ce qui a créé la situation idéale pour que Netanyahou réagisse, mais il y avait un autre sujet. Pourquoi? Eh bien, c'est aussi l'Arabie Saoudite qui lui donne le dernier coup de pouce. Je pense que c'est aussi ça. C'est ça qui l'a finalement convaincu, n'est-ce pas? Oui, oui. Oui, l'Arabie Saoudite y a beaucoup d'influence. Et c'est pour ça que oui, je ne sais pas, enfin eux ne se sont pas plaints autant que les Émirats, et les Émirats sont vraiment très fâchés, mais vraiment très fâchés. Mais je veux dire, tu dis aussi, ça me paraît un peu étrange cette affaire. Voyons, les Émirats sont arabes. Enfin, l'Arabie Saoudite, ça le convainc, c'est la goutte qui fait déborder le vase, non? Et pourquoi ils ne s'en mêlent pas? Je veux dire, pourquoi? Pourquoi? Je veux dire, si l'Arabie Saoudite, qui a puissance et force, a été attaquée, pourquoi ne fait-elle rien alors que les Émirats sont aussi arabes? Je veux dire, qu'est-ce qu'ils évaluent en interne avec des groupes sûrement chiites qu'ils ont à l'intérieur, ou peu importe, ils doivent mesurer quelque chose. Ils ont eu peur, n'est-ce pas? Ou alors, ils évaluent les Houthis qui sont tout près, qui sont vraiment des voisins, n'est-ce pas? Et eux pourraient passer par voie terrestre. Et il faut rappeler que les Houthis ont déjà démontré qu'ils possèdent même des armes qu'ils fabriquent eux-mêmes. C'est-à-dire, il y avait des doutes au début, mais ils ont déjà prouvé avec le temps qu'ils en ont. En plus des missiles que l'Iran leur envoie, ils ont leurs propres missiles. Et donc, il y a des endroits, disons, spécifiquement dédiés uniquement aux armes et à tout ce genre de choses. Des choses militaires, et eux, ils défendent vraiment, c'est-à-dire, il y a des sites occidentaux, des pages occidentales qui analysent cela froidement et disent, voilà, ici il y a les photos, ici il y a les soi-disant usines. Et donc s'il y a des preuves ou des signes que ces usines existent de Houthis. Pour être honnête, j'avais des doutes, je n'y croyais pas trop, mais quand tu consultes différents sites spécialisés, ils disent que oui, il semble bien qu'ils en aient. Et si tu regardes bien, ils ne se sont pas trop mêlés des Houthis, même l'Arabie Saoudite les a laissés plutôt tranquilles. Donc c'est un autre groupe aussi, qui est en train de gagner en puissance et qui, à un moment donné, pourrait devenir un problème pour l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite ne s'en mêle pas car elle entretient d'excellentes relations avec le Pakistan, qui selon moi a mené les négociations là-bas. Ne t'en mêle pas, mais moi je fais en sorte qu'ils ne t'attaquent pas trop, ou qu'ils ne t'attaquent pas du tout. Peut-être qu'il y a une négociation, mais comme tu dis, c'est toi qui as provoqué ou poussé en dernier. Netanyahou le voulait, évidemment. Ce n'est pas un secret. Exactement, ce n'est pas un secret qu'Israël le voulait. Je parle bien d'Israël, pas seulement de Netanyahou, car sur ce point, le pays est uni, la majorité soutient cette attaque. Le dernier sondage qui a montré une baisse du soutien à la guerre est descendu à environ 75%, qui veulent vraiment la guerre contre le régime iranien, parce qu'ils considèrent cela comme existentiel. C'est-à-dire, la question de Gaza n'est pas vue comme existentielle. Beaucoup de personnes. Mais la question de l'Iran, oui, elle est vue comme existentielle. Parce qu'ils disent que ces fous l'ont dit depuis le début du régime, ils ont répété encore et encore qu'ils veulent faire disparaître tout Israël, voire même tout l'Occident, en gros. Mais bon. Ils réalisent qu'ils financent ces groupes comme le Hamas ou le Hezbollah, qui posent un problème en Israël. Excellente question, vraiment, de Telza. Pardon, c'était Dals, salutations Dals, excellente question. Et bon, Tim, aussi un grand salut. Comment vas-tu? Assez cher, et ce qu'ils ne prennent pas en compte, je pense, en ce moment, c'est que ce pétrole ne va pas baisser de prix facilement. Je ne sais pas. Il ne va pas baisser de prix, et puis le truc, c'est que la plupart des gens disent « Ah, eh bien, c'est juste l'essence, non ?» Et il y a beaucoup de choses avec l'essence, avec le pétrole, non? Par exemple, les plastiques. On disait qu'il allait aussi y avoir une augmentation des prix des produits électroniques à cause du prix du plastique, puisqu'on utilise évidemment du pétrole pour les fabriquer. Dans tout... Tout augmente. Tout est emballé dans du plastique dans les supermarchés. Oui, tout augmente. Enfin, jusqu'à présent, je le ressens et je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, je n'ai vu l'effet que sur l'essence pour l'instant.
C'est-à-dire qu'on a réussi plus ou moins à contenir une bonne partie des prix. Je parle ici du côté de l'Amérique latine, du côté des États-Unis. Eh bien, on nous a déjà parlé de la hausse des prix de l'essence. Mais jusqu'à présent, pour l'instant au moins, je n'ai pas reçu de commentaires du genre Pépé en vivo, tu sais, qui disent qu'ils l'ont déjà remarqué dans la viande ou dans les fruits. Je ne sais pas, peut-être que oui, non. Alors là, faites-le moi savoir. Oui, Timber qui est en Californie, des prix records. Ah, donc ici au Mexique, oui, la tomate, le citron, c'est hors de prix. Oui, et... Mais certaines choses, oui, certaines choses plus ou moins. Un peu, mais ça augmente. Super comme... Tu l'as vu, oui, tout est un peu plus cher, réparti, mais il y a des choses qui, par exemple, le beurre reste très cher. Mais ça fait un bon moment qu'il est cher. Parfois, le prix augmente beaucoup, mais ça fait déjà un moment. Ça augmente toujours à Noël, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de demandes. À Noël, pendant les fêtes de fin d'année, ça baisse, mais ce n'est jamais descendu jusqu'à 118 ou 120. Il y a une affaire où la Pologne aurait intercepté des avions russes. Cela, eh bien, ça recommence à créer de la nervosité, n'est-ce pas? Dans cette région, il faut rappeler que la Pologne est voisine de la Biélorussie, voisine de l'Ukraine, mais aussi voisine de la Russie, à travers Kaliningrad, qui est cette zone. Alors bon, est-ce qu'elle détecte des missiles ou des drones russes? Ce sont des avions de guerre. Oui, dans la Baltique, exactement dans la Baltique. Et bon, il y en avait deux, des Su-30 russes qui étaient au-dessus de la mer Baltique et, eh bien, il y a eu cette interception où ils les renvoient dans la zone où ils peuvent être. Et bon, c'est un sujet qui attire beaucoup l'attention parce qu'il faut rappeler qu'en plus, la Pologne est un pays qui a été très attentif, très puissant et qui a beaucoup participé au dossier ukrainien. C'est l'un des rares pays de l'OTAN qui a toujours soutenu l'Ukraine et en plus qui a déjà un niveau de préparation militaire déjà assez élevé. C'est le pays, avec l'Ukraine, qui s'est le plus préparé à une éventuelle guerre. Pour eux, il est certain qu'il y aura une guerre, parce qu'ils ne veulent encore pas répéter l'histoire. C'est déjà arrivé 2 fois, ils ne veulent pas recommencer. C'est très clair pour les politiciens de Pologne, qui ont beaucoup insisté sur la préparation, l'opération. Donc, eh bien, ce sujet fait aussi partie des points importants, il y a d'autres questions. Non, nous avons aussi d'autres sujets par là. Nous avons un commentaire assez intéressant de ce Macron aujourd'hui, où il affirme que, eh bien, aussi bien les États-Unis, comme la Chine que la Russie, eh bien, ne veulent pas de l'Europe, et que les Européens doivent prendre les devants et défendre leurs propres intérêts. Parce que les États-Unis, la Chine et la Russie sont maintenant totalement contre eux, dit-il. Nous ne devons pas sous-estimer que c'est un moment unique où un président américain, un président russe et un président chinois sont totalement opposés. Les États-Unis, dans Réveillons-nous, nous devons avoir un peu confiance en nous-mêmes et présenter un programme qui fait partie de ce dont je parlais. Il y a maintenant une deuxième partie qui parle exactement de cela, de la Chine et de la Russie, mais nous avons déjà dit ici que l'Europe s'est endormie dans un climat de paix, à tel point qu'elle a largement abandonné la question militaire. Beaucoup de gens qui sont militaires dans l'un de ces pays le font presque par hobby. Et seulement du caractère ou du comportement du président Trump. Et les États-Unis, diriez-vous que depuis 15 ans, il a décidé que le sujet numéro 1, c'est les États-Unis et l'Amérique d'abord, et je respecte cela, c'est son thème principal. Il a été élu pour tenir ses engagements envers ses électeurs de base et aux classes moyennes américaines. C'est un point valable. La deuxième priorité, c'est la Chine, et cela a commencé avec le président Obama, qui a dit « Je serai le premier président du Pacifique ». Et c'est assez cohérent. Voyez ce qui s'est produit sous l'administration précédente en Afghanistan ou avec la loi sur la réduction de l'inflation. Ce n'était pas une approche pro-européenne et ça ne l'est toujours pas. Parfois, le président Trump est plus explicite envers les Européens et peut-être plus agressif verbalement. Mais ces stratégies ne mettent pas l'intérêt européen au cœur de son agenda. Bien, c'est un fait.
Je veux souligner que, comme dirigeants, nous ne sommes pas là pour commenter des tweets ou des remarques. Nous sommes ici pour agir et décider. Et la seule stratégie qui ait du sens pour nous, pour nos pays et notre continent, c'est simplement d'agir, d'accélérer. Nous devons agir avec plus d'envergure et de rapidité pour renforcer notre indépendance. C'est mon obsession. Pensez-vous que la prochaine fois, si un président des États-Unis plus prévisible est élu, ce ne sera pas forcément un retour à la normale d'avant? Non, je ne le pense pas. Je pense que c'est une tendance historique et, en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Kyriakos sur le fait que nous pouvons collaborer avec les États-Unis sur certains sujets et que cela a toujours beaucoup de sens en raison des valeurs communes et des liens historiques. Bon, j'y vais. Il parle d'une division. C'est-à-dire, bon, oui, il y aura des choses sur lesquelles nous pourrons collaborer, mais c'est une division qui attire évidemment l'attention et qui reste une partie de ce qui a été généré non seulement par, comment il s'appelle déjà, Trump. C'est une division qui existe déjà depuis un certain temps. Aussi, cela fait partie de ce qui se passe. Passons donc à d'autres sujets intéressants. Soyez attentifs à ce qui se passe ailleurs. Observez la situation actuelle. Cela, attire l'attention parmi les risques, disons, les plus inattendus que nous avons vus aux États-Unis. 15 drones. Faites attention à ce sujet. Ça m'interpelle beaucoup. 15 drones de pulvérisation chimique ont été volés. Cela s'est passé dans le New Jersey. 15 drones qui ont la capacité de disperser des agents chimiques et biologiques. Voyons ce qui se passe avec ce sujet. Comment est-ce possible ? Comment se fait-il que ce sujet échappe à tout contrôle ? Regardez, il est rapporté que 15 puissants drones de pulvérisation chimique ont été volés lors d'un présumé cambriolage hautement coordonné. Autrement dit, quelqu'un de très bien préparé. C'est arrivé dans le New Jersey le mois dernier, mais signalé seulement maintenant. Oui, on sait maintenant que le FBI enquête sur cette affaire. Evidentemente esto asegura les genera incertidumbre, inquietud debido a las Des capacités de drones avec des systèmes prêts à disperser des agents chimiques ou biologiques. Alors, imaginez un drone, on disperse des produits chimiques. C'est-à-dire, c'est évidemment un sujet préoccupant, un sujet qui devra être analysé et évidemment, espérons qu'ils trouveront les coupables. Cela se passe, comme je vous le dis, dans le New Jersey. C'est donc, dans le nord-est des États-Unis. Et donc, c'est précisément cette zone où ces cas se sont produits, d'ailleurs avec les drones qui sont les guapos, ou comme vous voulez les appeler, n'est-ce pas ? Exactement. Ces drones ont été volés dans un entrepôt qui s'appelle Harrison's, en utilisant des documents falsifiés, et ils ont la capacité de distribuer ou de répandre 31 gallons de liquide sur 15 acres en seulement 8 minutes. On sait que les agents du FBI sont très inquiets, et à juste titre, parce que si cela tombe ou circule entre de mauvaises mains, cela pourrait être assez dangereux. Voilà la situation. D'ailleurs, il est également remarquable que, même s'il n'y a pas une collaboration très ouverte avec les États-Unis, avec le Royaume-Uni et les États-Unis, il y a tout de même un sujet qui est ressorti aujourd'hui. Il me semble que c'était Infobay qui en parlait, où il montrait en eux que le Royaume-Uni va désormais désigner comme terroristes les membres de la garde révolutionnaire. La garde révolutionnaire, c'est-à-dire que ce n'est pas la même chose. Bien sûr, désigner. Comme terroristes, ceux qu'ils appellent Hezbollah, jamais. Bien sûr, ce sont des terroristes et, évidemment, c'est très facile. Mais quand il ne s'agit pas d'un groupe en tant que tel, d'une organisation séparée du gouvernement, comme une armée, parce qu'en réalité, c'est comme une garde spéciale des ayatollahs, la garde révolutionnaire. Mais même ainsi, ils vont quand même leur donner, disons, comment ils appellent ça ? C'est comme... La désignation. La désignation exactement qu'ils sont un groupe terroriste. L'initiative parlementaire cherche à accorder à l'exécutif, c'est-à-dire au Premier ministre, la capacité de classer des entités soutenues par des gouvernements étrangers comme des menaces. En promouvant cette mesure, c'est-à-dire si ce groupe qui fait partie du gouvernement pose des problèmes, s'il génère du terrorisme. Autrement dit, évidemment, ce pouvoir du Premier ministre va lui permettre de dire « ce pays est sanctionné ».
Il est sanctionné. La garde, s'ils ont des comptes dans ce pays, s'ils ont de la famille, s'ils ont tout cela, eh bien, cela fera l'objet d'une enquête. Et même cela pourra être bloqué. Mais il faut rappeler que le guide suprême qui est actuellement en Iran possède des hôtels, il a pas mal de biens immobiliers à Londres. Oui. Eh bien voilà, il n'hésite pas à utiliser l'Occident, qu'il critique tant, pour en tirer des avantages économiques. Pour bien en profiter ? Pour bien en profiter, pour envoyer leur famille en vacances et tout ça. Mais ici, ils sont stricts et même répressifs envers leur propre population. Un sujet qui attire aussi l'attention aujourd'hui. Il y a aussi un autre sujet. Oui, eh bien aussi. Aujourd'hui, la Chine pousse un cri d'alarme, parce qu'elle a signalé la militarisation rapide et dangereuse du Japon, dit-elle. Ce militarisme s'installe très vite. Il faut rappeler qu'il y a 2 jours, il me semble, le Japon a changé ses lois. Et maintenant, ils sont autorisés à acheter des armes à l'étranger. C'était quelque chose qui n'était pas autorisé. Exporter ? Oui, exporter. Eh bien, c'est un sujet qui n'était pas bien vu dans la Constitution. Il faut se rappeler que leur Constitution a été rédigée après la Seconde Guerre mondiale et qu'ils n'avaient plus prévu l'aspect militaire à cause de ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Cela a été fait avec les États-Unis. Oui ? Ils peuvent désormais exporter vers des pays alliés des armes létales, ce qui était interdit par leur loi. Exactement. Eh bien, la porte-parole de la diplomatie chinoise s'est exprimée aujourd'hui à ce sujet en disant que le fait que Tokyo dispose de matériel de défense et de sécurité est très préoccupant pour Pékin. Eh bien, voici la situation. Leur histoire avec le Japon est encore plus compliquée. Bien sûr, mais je veux dire parmi les choses aussi étranges. Aujourd'hui, ce qui attire l'attention, c'est ce moment où un avion militaire et un drone, un avion militaire, se sont dirigés vers Cuba. Il y a environ 2 heures, l'avion a été détecté alors qu'il se dirigeait vers Cuba. Un sujet qui, évidemment, depuis environ 3 heures, a été en vol ou s'est dirigé, disons, vers Cuba. C'est un sujet qui, au final, concerne des signaux que nous avons vus au Venezuela, des signaux que nous avons également vus en Iran. Donc le fait de voir des mouvements militaires de plus en plus concentrés dans cette zone, eh bien, cela a aussi été l'un des points intéressants de la journée. Exactement. Eh bien, aujourd'hui, l'université d'Oxford annonce une avancée en disant « Le futur, c'est maintenant ». Non, ils ont essentiellement réussi l'impossible. Ils ont réussi à connecter 2 superordinateurs quantiques par téléportation. Ils sont séparés. L'université britannique a connecté 2 processeurs séparés grâce à la téléportation quantique. C'est ce que rapportent les scientifiques de l'université d'Oxford. Lorsqu'ils ont établi cette connexion, dite téléportation quantique, une avancée qui permettrait des ordinateurs quantiques distribués où plusieurs modules fonctionnent comme une seule machine, disons que tous les modules ne feraient qu'un seul, et là, un serveur géant alors, la clé c'est d'utiliser des photons qui sont des particules de lumière pour relier les processeurs grâce à la fibre optique. L'un des problèmes a toujours été la question de la stabilité, mais bon, cela a été résolu. Et le problème de l'évolutivité a également été résolu grâce à cela. Et au lieu de construire une machine gigantesque, il pourrait avoir plusieurs petits modules, ce qui rendrait la stabilité et l'évolutivité plus faciles. C'est incroyable cette affaire. Bon, passons à d'autres sujets, abordons d'autres questions importantes. Importantes. Ce qui attire l'attention en parlant de rebondissement et de tout ce qui se passe, c'est ce qui se passe concernant les Malouines. En effet, il y a un tournant important de la part des États-Unis qui au début n'était qu'une rumeur, n'est-ce pas ? C'est sorti comme une rumeur et on disait que les États-Unis voulaient non soutenir l'Argentine sur la question des Malouines, ou du moins ne plus soutenir le Royaume-Uni. Et en effet, le Pentagone confirme qu'à partir de maintenant, les États-Unis sont neutres, c'est-à-dire qu'au final, et c'est très important, ils ne vont pas non plus s'opposer au Royaume-Uni, qui est un partenaire, un ami.
Mais le simple fait de dire « nous sommes neutres sur ce sujet », c'est déjà suffisant pour dire « bon, ce qui se passe là-bas, je ne m'en mêle pas, en gros, débrouillez-vous, mais moi je ne compte pas intervenir dans cette affaire ». Un sujet très intéressant qui attire l'attention, un tournant géopolitique important de la part des États-Unis qui a émergé ce qui s'est passé. Ce que l'on sait aussi aujourd'hui, c'est que le gouvernement argentin réagit, évidemment, et réaffirme la souveraineté qu'il détient sur ces îles, qui pour eux sont les îles Malouines, pour les Anglais ce sont les îles Falkland. Eh bien, c'est un sujet, selon le ministre des Affaires étrangères Pablo Quierno, la déclaration a été faite par le Royaume-Uni où ils affirmaient qu'ils étaient propriétaires de ces îles. Il dit « Nous rejetons l'invocation britannique du principe d'autodétermination des peuples ». Cette polémique a été provoquée hier par les États-Unis. Dans la soirée, cette rumeur a commencé à circuler. D'ailleurs, les médias britanniques en ont fait leur gros titre ce matin. Exactement, mais voilà où en sont les choses sur ce sujet. Passons à d'autres sujets intéressants. Passons aux commentaires. Il faut noter ce qui se passe en Colombie. Un attentat a eu lieu à Cali. Évidemment, c'est un sujet sur lequel il y a même déjà un cordon de sécurité pour éviter qu'une autre attaque ne se produise. Le gouvernement annonce des mesures de sécurité immédiates après l'attentat à l'explosif près du bataillon Pinchicha. Oui, eh bien cela attire l'attention le jour où d'ailleurs ces images ont été publiées justement du voyage que fait Petro en direction du Venezuela, n'est-ce pas, en rendant visite à Cis Rodriguez est bon, eh bien cette situation se produit. Oui, très enlacé. Il a été décidé d'augmenter la récompense à 200 millions pour toute information menant à la capture et la poursuite des auteurs de cette attaque. C'est terrible, non ? Les autorités enquêtent déjà là-dessus. Ils assurent qu'il y a des mesures de sécurité à Cali, ainsi que dans toutes les régions environnantes pour éviter d'autres types d'attaques. Ce n'est pas une journée facile. C'était le cas pour la Colombie. Ce n'est pas aujourd'hui comme ils l'ont été. Commentaire de Francisco Arce sur la façon dont cela s'est passé pour eux, c'est pour cela qu'ils ont donné le prix Nobel. Non, le Nobel sera en 2024 pour les applications de la mécanique quantique, dit Francisco. Intéressant, je ne m'en souvenais pas. Il mentionne l'âge. Comme il ne parle pas, ça n'a servi à rien. On en a déjà discuté. Au moins nous, mais plein de fois... Italo, les Malouines, c'est l'Argentine, c'était un vol commis par le Royaume-Uni et... Nous avons suivi les attaques menées par les États-Unis, d'ailleurs parce que les États-Unis menèrent des opérations pour en sauver beaucoup. C'était le 24 décembre en fait. Enfin, l'idée était le 24. 25 décembre, l'idée, ce jour-là, était d'attaquer Maduro, mais ils ont décidé de donner la priorité à cette attaque en Afrique. Salutations à Italo qui dit Malouine, c'est l'Argentine, c'était un vol commis par le Royaume-Uni, c'est un sujet qui dure depuis très longtemps. Moi, ça me surprend vraiment, celle qui dure depuis 1833, pas seulement depuis là, depuis que le Royaume-Uni est propriétaire de Farid. Salutations Blanca, comment vas-tu ? Bonsoir Francisco Arce, Ofe Mendes, très bonne soirée, merci beaucoup d'être ici. Salutations d'Italo. La midi, salutations de Copiapó, Chili. Aujourd'hui, il y a eu un tremblement de terre de magnitude 5,2. Rien de grave, juste un bruit fort avant la secousse. Merci Italo pour le commentaire, très bonne salutation. Salutations à MT, on a vu les manifestations en Argentine où ils veulent s'appeler Nouvelle Argentine. Regarde comme ils sont innovants. Je ne savais pas, salut à Perla, et si ce n'est pas important, c'est une connerie ce qu'ont dit les États-Unis sur les Malouines, dit Perla. Salut Perla, comment vas-tu ? Oui, j'aimerais savoir ce qu'en pensent les Argentins, si ce sujet les intéresse vraiment ou non. Salutations à Ophé, comment vas-tu ? Et à Jésus Granados. Salutations. Comment vas-tu ? De bonnes nouvelles. Ainsi, chaque citoyen mexicain reçoit plus d'1 demi-million de pesos par an. D'accord ? Salutations Jésus. Salutations Jésus, comment vas-tu ? Salut, quoi de neuf ? Salutations à Dieguito, comment vas-tu Dieguito ? Salutations à Dieguito et à toute la communauté présente. Merci beaucoup. Quoi d'autre y a-t-il par là ? Salutations à Beto Vargas, il dit rapide et dangereux, le nouveau film d'horreur, dit Beto, et salutations à Blanca Barcelo. Comment vas-tu Blanca ? Salut Blanca, bonjour. Viens montrer la photo qui explique qu'avec le Japon, c'est qu'ils en ont eu assez du Fukim, qui a tiré près de 15 missiles balistiques vers la mer depuis début d'année.
Oui, bon, c'est un sujet qui existe depuis de nombreuses années. Ça a commencé avec Abe Shinsuke qui a poussé ça, et comme on le voyait, il était très calme, mais il était de droite, très nationaliste, et il voulait ce changement. Il a été l'un des premiers à promouvoir ces changements. Bien sûr, bien sûr. Salutations aussi à Bendis, mais ils ont la technologie et tout ça. C'est pour ça que la Chine a peur. Le Japon aurait 100 ans d'avance technologique sur la Chine, mais je ne pense pas. La Chine a beaucoup progressé, qu'on le veuille ou non. Salutations à MT. Le président Trump exige le Nobel à cause de la guerre, mais on ne peut pas l'obtenir pour une guerre qu'il a provoquée, je devrais lui dire. Salutations à Marilena. Salutations depuis Tehuacan. Et à Alejandra Gomez qui dit maintenant papa, je sais, je reviens parce que je viens d'arriver du travail. Salutations. Bonjour Alejandra, comment vas-tu? Salutations aussi à Jésus Granados, j'exige que ce salaud. Salutations aussi à Manuel Munoz. Emmanuel te demande, que penses-tu du soutien pour les îles Malouines? C'est-à-dire, cette neutralité, moi j'y vois un intérêt important. Oui, c'est une valeur importante qui n'a pas du tout plu au Royaume-Uni, qui est un partenaire stratégique des États-Unis. Pour moi, c'est une erreur. Enfin, je veux dire, tant mieux pour les Argentins. C'est bien pour l'Argentine, mais c'est une erreur. Encore une erreur de Donald Trump, parmi tant d'autres dans le domaine stratégique. Comment vas-tu faire? Tu vas créer une division avec un pays que tu as. Tu as un échange de renseignements qui fait partie des Five Eyes. Qui utilise ces bases? Qui utilise ces bases? C'est-à-dire, c'est une affaire. Mais bon, au final, c'est la façon dont Trump a trouvé pour mettre la pression. Et ce que je pense c'est que cela pourrait être exploité par l'Argentine. Maintenant, est-ce qu'ils vont en profiter? Eh bien, dans la rhétorique, pour envoyer un message du genre « Regardez ce que nous avons accompli ». Mais comme le dit bien Perla, c'est une connerie. Je pense que oui, c'est important, mais en même temps, c'est aussi une connerie, comme le dit bien Perla. D'après ce que j'ai compris, on a demandé aux habitants de cette île, et ils disent qu'ils préfèrent rester au sein du Royaume-Uni. Oui, car ils font partie du Royaume-Uni. C'est-à-dire, si eux ne veulent pas, pourquoi devraient-ils les déplacer? Enfin bon, déplacer, c'est le pays qui dirige. Salutations à Roble. Comment vas-tu, Roble? Également, salutations à le magique Luna, à Hellboy. Comment vas-tu, Hellboy? Ça faisait un moment qu'on ne t'avait pas vu. Salutations. Salutations, Malcolm, et elle dit salutations, dit Perla. Je ne comprends pas quel est l'accord entre les États-Unis et l'Iran concernant le déminage. C'est ça. S'ils sont d'accord, je ne connais pas l'accord qu'ils ont. C'est la question du détroit. Allons qu'il soit ouvert, que l'Iran ne puisse pas continuer à monnayer toute la question du nucléaire. Et il y a un autre sujet là qu'on ne soutienne pas les groupes proches. Ce sont essentiellement les trois. Points. Les plus importants, disons, pas exactement. Salutations aussi à Manuel Munoz, Manuel Rublox et aussi d'ici Carlos Pinto. Comment vas-tu, Carlos? Quel Carlos? Comment vas-tu, Carlos Pinto? Salut. Salutations à Damian Gonzalez. Pépé remercie pour l'information. Cordiales salutations. Comment vas-tu, Damian? Salutations à Miguel Alejandro. Et s'il se règle en 2 semaines, dit Alejandro. Je sais, n'est-ce pas? Oui, 2 semaines. Le sujet des 2 semaines. L'autre jour, ce Jimmy Kimmel a rassemblé tous les extraits où il a dit « dans 2 semaines ». Et il y en avait beaucoup. C'est-à-dire, la vidéo a duré super longtemps et Donald Trump continuait à dire « dans 2 semaines, dans 2 semaines ». Chaque problème se règle en 2 semaines. C'est ça le montage. C'est impressionnant. C'est toujours pareil, les 2 semaines. Karim dit qu'on débat de ce sujet depuis au moins 4 mois en Argentine et que ce ne sont que des paroles de Trump, un caméléon politique. Oui, je sens qu'il utilise beaucoup l'Argentine. Je veux dire, il utilise le fait qu'il y ait ce Milei, qu'il s'entende bien avec lui, et il l'utilise pour embêter un autre, non? Tout d'un coup. Eh bien oui. Salutations à Jésus Granados. Rendez l'uranium disparu, dit Dals. Eh bien, mais c'est que l'uranium appartient à l'Iran. Je veux dire, à qui doivent-ils le rendre s'il leur appartient? Je veux dire, ce n'est pas comme s'ils allaient le donner gratuitement. Donc, en tout cas, ce que les États-Unis pourraient vraiment faire, c'est le prendre, n'est-ce pas? Mais ce serait le prendre par la force, n'est-ce pas? Mais pas le rendre parce que, j'insiste, on rend quelque chose qui ne nous appartenait pas, n'est-ce pas? Donc, dans ce cas, oui, il n'y a pas d'autre option dans ce sens. Salutations, j'aimerais bien qu'ils disent « Allons-y, je vais te donner l'uranium ». Je ne vois pas comment. Regarde, une analyse a été faite sur ce qu'il faudrait pour prendre l'uranium. Le prendre, où cela a déjà été fait au Pakistan à l'époque, et ils ont mis du temps, et ils l'ont fait au Pakistan. Où était-ce? Au Kazakhstan. Au Kazakhstan, il y a eu un changement de gouvernement. À la chute de l'URSS, le nouveau gouvernement ignorait la situation, alors que les États-Unis savaient qu'il y avait de l'uranium sur place.
Ils se sont dit « allons-y ». Ils ont mené toute une opération de renseignement qui a duré 6 mois. Oui, secrète. C'était une opération secrète que le gouvernement ne savait pas qu'il avait. Ça, le nouveau gouvernement. Eux, les agents de renseignement, les espions, prenaient petit à petit l'uranium et l'emportaient. C'est juste que cet uranium se trouvait dans un laboratoire par ici, dans une installation par là, c'est-à-dire qu'il était réparti, et les Américains avaient toutes les informations quand l'URSS est tombée. Parce que l'URSS, c'est-à-dire les agents de l'URSS, ont transmis cette information et ont dit « voilà l'uranium et nous n'en voulons pas. Salutations ». En manos, Sí, digamos, porque se de... acaban vendiendo, ¿no? Sí, se acaba vendiendo. Mucho del armamento se vendió. Bueno, el punto es que logran llevárselo. Es una operación de 6 meses oculta. Y de, vamos a decir, uranio que estaba ahí. De nomás de ir a tomarlo, ¿verdad? Lo hacen. Es una de las misiones, digamos, como más exitosas en ese sentido. Nada más que acá tienes un régimen que sí sabe que tú lo quieres, ¿verdad? Y que está, por cierto, bajo tierra. En los bombardeos que tú mismo hiciste. Entonces, pues, ¿cómo le vas a hacer? Tendrías que escarbar y tardarías meses o años incluso en escarbar y encontrar todo ese uranio. Que está... S'il est là en bas, ou peut-être qu'il n'y est pas, il n'est pas là en bas. Qui sait où il est? Donc si un gouvernement sait qu'il a ça et ne veut pas le donner, il n'y a aucun moyen de pouvoir l'emporter. Il n'y a pas de moyen. Ou tu pourras peut-être emporter sur les 440 kilos, peut-être un petit kilo que tu as trouvé quelque part, parce que quelqu'un t'a donné une information secrète ou quelque chose comme ça. Mais à part ça, non, ça n'arrivait pas. La seule façon que je vois pour que cela puisse être livré, c'est que le régime tombe, pour qu'ils aient l'intelligence de parler de régime. Ça va demander du temps, beaucoup d'argent et des troupes au sol, ils vont devoir y investir énormément. Il faut se rappeler qu'Israël a de la force, mais ils n'ont pas assez de troupes pour faire un mouvement aussi massif. Alors, les États-Unis ont des troupes, mais clairement ils ne veulent pas les engager. Ils l'ont déjà dit. Salutations. Complicado. Dans lequel on ne voit pas comment ça va se négocier, du moins pour l'instant. Et malheureusement, avec cet uranium, on sait déjà qu'ils peuvent en faire 11, je ne sais pas combien de bombes, mais au moins 11 armes nucléaires. Bonjour à Martha Milagro. Comment vas-tu, Martha? Bonjour Martha. Bonjour. Dis-moi, Pépé, comment est le temps à Mexico? Il pleut fort pendant 20 minutes, puis plus rien. Comme si de rien n'était. C'est super fou, agaçant, parce qu'en ce moment, je me déplace en moto. Et moi, t'imagines, je dois me trimballer avec une tenue pour l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Tu vois? Tout. Salaud. Et ta moto à l'ABS sur les roues? Ou comment tu fais? Parce que moi, je vois beaucoup de gens qui ont des petites motos sans ABS, ils préfèrent se mettre à l'abri quelque part. Et ils attendent, surtout si c'est vraiment fort. Salut, merci beaucoup. Merci à Salvagé officiel pour ce super chat. Salut. Très bien. Il dit « Pépé, tu ne comprends pas ce qui se passe » et à Salvagé. Alors explique-moi. Celui-ci est à Salvagé. Il dit ici, Perla, les Anglais ont expulsé la population argentine et ont installé des Anglais. Depuis le début, ce sont des occupants illégaux. Nous allons récupérer les Malouines, mais je ne pense pas que Trauma va aider en quoi que ce soit. C'est un mirage. Oui, il est certain qu'il n'aidera en rien. Salutations à Teamwork. Et il dit à propos de Mauro, tu quoi? Affaire du tireur, même si fromage zéro, bien à l'écart, pyramide. Ah, je n'ai pas bien compris Teamwork. J'imagine que tu parles du sujet de Teotihuacan. Nous avons déjà parlé du sujet, n'est-ce pas? Oui, nous avons parlé du sujet. Eh bien oui, le sujet est très... Enfin non, ce n'est pas, c'est plutôt un fait divers. Oui, ce n'est pas un fait divers et ce n'est pas quelque chose de courant au Mexique, donc c'est vraiment très étrange, honnêtement. Salutations à El Salvagé official. Il dit « La guerre ne date pas d'aujourd'hui, ce n'est pas dans quel monde vivez-vous, mais nos sociétés sont en guerre depuis au moins les 20 dernières années. » Il ne fait pas d'erreur, il devrait laisser la haine de côté et lire en dehors de tout prisme idéologique. Salut à Salvagé. Et Salvagé est plein d'erreurs. C'est une erreur en personne. C'est comme ça. Nous, c'est la réalité, je veux dire. Oui. Je veux dire, sinon, c'est essentiellement ignorer la réalité, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire? Des mensonges, donc, dans ce cas, pour convaincre certains pro-Trump, n'est-ce pas? Eh bien non, n'est-ce pas? En clair, Trump a fait de graves erreurs. Ce sont les républicains eux-mêmes qui le disent, pas seulement moi ou les démocrates. Qui augmente toujours. De plus, les partisans de MAGA ne cessent de critiquer. Il y a eu une division au sein de MAGA. Les plus fanatiques de Trump, vraiment le niveau de fanatisme me surprend. Tout à coup, là, aux États-Unis,
Et même les plus fanatiques ont été surpris cette semaine. Ça a été difficile pour Mike Johnson car les républicains l'ont abandonné. Oui, c'est ça. Je veux dire, il ne veut plus voir ça, dit son fils. Eh bien, chacun son choix, n'est-ce pas? Chacun a le droit. Il dit ceci, et son beau-père, Trump, Donald J. Trump, petite corne d'une nation puissante. Pas de salutations. Salutations à MT, il est important que le président de ET se calme un peu, sinon il va perdre des alliés, d'accord? C'est un fait qu'il les a perdus, je pense, et il laissera la diplomatie des États-Unis bien abîmée. Qui le dit? MT le dit, il dit, prendre le pouvoir par la force, c'est tout aussi horrible. Il dit, salutations à MT, comment vas-tu? Bonjour, salutations. Salut à Alfonso Galoso, comment vas-tu? Salut à Bakerfield. Bonjour Alfonso, salutations aussi à Vic Skarsgård, salutations. Il dit, eh bien pour l'instant, ils ont déjà ouvert un magasin Disney à Galerias Monterrey, nous avons des ballons décoratifs de la Coupe du Monde à San Pedro, il y a de l'argent, c'est ça. Oui. Il y a de l'argent. C'est-à-dire, on peut dire que oui, il y en a, eh bien oui, ça se remarque, c'est-à-dire, ça commence déjà à se voir. Maintenant, la Coupe du Monde arrive, vraiment. Au début de l'année, je ne savais pas si on sentait l'ambiance, mais maintenant, on voit déjà qu'ils commencent à apporter quelques petites retouches. Du côté de rendre la ville jolie, de nouvelles boutiques, de certains endroits qu'ils avaient vraiment oubliés depuis un moment. D'un coup, je me disais, il y a des trottoirs, des endroits où tu te dis, toi aussi, je vois chaque jour passer des travailleurs, des gens qui vont à l'école et qui doivent marcher dans cette zone pour traverser tel endroit ou tel pont. Tu te dis, et il n'y a même pas un trottoir bien fait. Je veux dire, il y a certaines zones, et en plein centre-ville. Je veux dire, oui, il y a eu beaucoup d'améliorations, mais il y a des endroits où on voit que ceux qui prennent ces décisions ne font pas le trajet des travailleurs. Non, des gens. Et là maintenant, enfin je me dis, ah, regarde, ils sont en train de faire un trottoir ici, ce qui était logique qu'ils devaient en faire. Et c'est plus ou moins. Parce que, oui. Par exemple, celle-là, celle qui mène au pont Solidaridad, non, là il y avait un trottoir, mais ensuite un ouragan est venu, il en a détruit une partie. Eh bien, c'est resté comme ça. C'est resté comme ça, je sais, depuis des années. Alors bon, au moins en ce moment ils sont en train de la rénover et ils s'en occupent, mais bon, ça fait partie de ce qui arrive. Il dit, je ne connais personne ici qui soutienne totalement l'insensé, dit-il. Salutations. Isa. Oui, salutations Isa. Oui, il y en a. Oui, il y en a. Oui, il y en a plusieurs là-bas, mais je t'envoie un grand bonjour. Comment vas-tu, Isa? Salutations, Isa. Salut, bonjour. Il dit, comment serait le jumeau quantique de Trump dans l'Union? Eh oui, c'est vrai, comment serait-il? Merci. C'est à cause d'être? Je ne sais pas, non? Il est mince et c'est à cause d'être? Non, je crois que c'est à cause d'être, mais oui, au moins mince, c'est bien. Sympa, détendu, mais pas à cause d'être, non. Parce qu'il est scié de l'Est, parce que ça c'est déjà... Non, mais c'est bien. Il y a différentes façons d'être, non? Elle s'intéresse à l'argent. Ah, d'accord. C'est autre chose. Eux, ça ne les intéresse pas. Il dit, ici à Mexico, j'espère que les touristes aimeront l'odeur de Xochimilco, des eaux pluviales. Parce que franchement, je crois que loin d'être beau, tout va mal, dit Diaguito. Mince, franchement, tu exagères, Diaguito. Non, ici aussi il manque plein de choses, tu ne crois pas? Beaucoup de choses resteront inachevées. Des parties qui devaient être terminées, non. On pense que le métro sera prêt, mais il ne le sera pas. Il sera prêt. Il y a un parc juste en face qu'ils vont construire, qui fera partie de tout ce projet. Je ne crois pas qu'il sera prêt. Non. Il n'y a pas moyen. Oui. Celui-ci, il est très très loin de ça, non? Angie dit qu'on a presque plus de territoire argentin, qu'ils cèdent du terrain au sud et craignent des groupes de police pour protéger les juifs. Elle trouve tout cela très étrange, supre. Oui, man. Ah non, elle dit que c'est pour quelque chose. Salutations, Angie. Oui, bon, et sinon, non. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Que beaucoup de territoires de, la Patagonie, je ne sais pas si c'est exactement en Argentine ou au Chili, mais qu'ils sont possédés par plusieurs hommes d'affaires très riches des États-Unis, comme, qui d'autre? Celui de Téterne. Téterne possède pas mal de territoires là-bas en Patagonie. Qu'il l'apprécie ou non, le monde est plus sûr sans Iran doté de l'arme nucléaire. Personne ne dit le contraire. Non, définitivement, non, enfin, oui, définitivement. Mais il faut bien le faire, oui. Il dit, bon, quoi d'autre il y a par là? Il dit, et je te demande à Lia, qu'est-ce qu'elle pense ou qu'est-ce qu'elle dit de Trump? L'autre jour, quelqu'un lui... Eh bien, les idées sont très diplomatiques.
Oui, mais tu sais, l'autre jour, j'ai vu quelqu'un qui fait des vidéos sur l'IA demander à Claude ce qu'il pensait de l'utiliser pour la guerre en Iran. Elle s'attendait à la réponse habituelle « Nous ne pouvons pas donner d'opinion », tu vois ? Typique. Et non, il a vraiment donné une opinion qui était super mauvaise, ça ne lui a pas plu, on va demander. On va demander pour voir si ça fonctionne toujours, sinon, je l'enlèverai. On va demander à Claude ce qu'il disait, voilà pourquoi. Je ne spoil pas, on va voir si. Ok. Voyons voir. Voyons s'il dit pareil et tu me diras. Oui. Ce sera la même chose. Quelle est la question ? Ce qu'il pensait du fait qu'on l'ait utilisé pour que le Pentagone utilise que le... Que el Pentágono. Le Pentagone l'utilise pour que cela soit généré. Pro- Et comment cela s'écrivait dans le trafic radio, mais la compagnie E-A-N-T-R-O... A-N-T-R-O-P. Sí, sí es con IRE. TRPI et l'IA d'Anthropic dans la guerre de l'IA, ce n'est pas Connie. Con IVA, sí. Mais c'est un concept, n'est-ce pas ? Oui. C'est un concept. Voyons voir ce qu'il répond et on mettra l'audio ici tout de suite. Je ne sais pas si vous me... Est-ce que ça se voit ? Oui, je vois comment ça s'entend. Bon, voyons voir, je vais regarder ce qu'il y avait écrit. La réponse commence déjà. Ne le faites pas voler. Regarde ce que j'ai à dire. Alors, l'audio est vraiment trop long. Alors, C'est mon avis. Ok, alors oui, je vais la lire parce que sinon je vais devoir tout lire. Oui, c'est très long. Il dit, on va le mettre ici comme vous voulez à l'écran, non ? Il dit... D'accord, il dit. Il y a plusieurs couches ici. Mon avis direct, il dit. Il y a plusieurs niveaux ici et ils vont dans le même sens. Tropic a fait preuve d'intégrité. Le PDG Dario Amodei a tracé de vraies lignes rouges. Pas de surveillance de masse, pas de citoyens, pas d'armes totalement autonomes, sans supervision humaine. Cela lui a coûté un contrat de 200 millions, ce qui est rare dans la Silicon Valley et mérite d'être reconnu. Est-ce vrai ? Cela s'est-il produit ? Est-ce correct ? Il dit « L'utilisation de l'IA pour accélérer la kill chain est profondément problématique. Des experts en guerre moderne soulignent que l'IA réduit des milliers d'heures de travail humain à quelques secondes en automatisant les décisions de ciblage, ce qui soulève des questions juridiques, éthiques et politiques très sérieuses. Plus de rapidité, c'est-à-dire décider qui bombarder, n'est pas nécessairement une vertu, n'est-ce pas ? Il dit que la phrase « l'humain prend toujours la décision finale » devient de plus en plus creuse. Si le système génère 1000 coordonnées d'attaque en quelques heures, combien de secondes un humain peut-il consacrer à vérifier chacune d'elles ? La supervision devient du théâtre. C'est-à-dire, qui peut superviser autant de décisions ? 1000 coordonnées, comment peux-tu superviser 1000 coordonnées ? Évidemment, dit-il, le vrai scandale n'est pas que l'IA échoue techniquement, c'est que personne n'a défini avant la guerre qui serait responsable lorsque le système se trompe. La communauté internationale dispose d'une fenêtre qui se referme rapidement pour établir des limites contraignantes et une supervision indépendante avant que l'utilisation de l'IA dans les opérations militaires ne devienne si normale que plus personne ne se donne la peine de poser des questions. Pour ta façon de t'adresser à l'audience, parce que tu connais cette chaîne. c'est une question très intéressante. Elle dit « Qui fixe la règle quand une IA se trompe et cause la mort de 168 enfants ?» Parce que c'est ce que cette personne disait, qu'elle a dit très clairement qu'une erreur comme avoir ôté la vie à 168 enfants sera une marque terrible dans l'histoire des militaires américains. Eh bien, c'est en partie parce qu'ils ont utilisé cela d'une manière, disons, sans vraiment superviser, en se contentant simplement de ce qu'on leur donne, et maintenant on leur donne ça. Exactement. Salut, bonsoir, bon, les mythes, ça c'est autre chose. Celle-là n'a pas encore été utilisée pour la guerre, mais oui, c'est ça, exactement. La politique ne s'analyse pas avec l'idéologie ou la propagande. Les stratégies des États-Unis, c'est ce que nous faisons, non ? C'est que toi, au contraire, tu es en train de faire de la propagande. Tu veux que je dise que Trump est le meilleur. Ça, c'est justement de la propagande. Je critique et nous devons être critiques envers les politiciens. En général, point final, aussi simple que ça, n'est-ce pas ? Ça, c'est le contraire de la propagande. Parce que tout comme je critique, et bien plus durement, l'Iran, un régime tout simplement innommable, terrible. Mais ce n'est pas pour autant que Trump c'était le gentil, celui qu'il ne faut pas critiquer. Non, il faut être critique, n'est-ce pas ?
Et quand il a fait des choses que je trouve intéressantes, comme la question du cannabis d'ailleurs, que les démocrates voulaient faire depuis très longtemps et que ça ne se faisait pas, il se trouve que ce sont les républicains qui l'ont fait. Bon, mais c'est un point positif. Pourquoi ? On parle de salut, non ? Eh bien, c'est justement l'inverse, mon ami. Je te salue, dit Dieguito, ou Pépé dit. Ils disent quelque chose d'important. Salut Dieguito, comment vas-tu ? Bonsoir. C'est vraiment fou qu'ils aient la capacité, ou plutôt qu'ils aient cette porte ouverte ou cette permission pour donner leur avis sur ce sujet, parce que c'est un sujet très compliqué, non ? Oui, exactement. Exactement. Teamworks, excellent. Salutations, Pépé. Père l'a dit, ce n'est pas sans équivoque quand ils ont bombardé l'école. Maintenant, tout sera la faute de l'IA. Je ne pense pas, dit-elle. Salutations, Perla. Beto dit « Je ne sais pas, je ne peux séparer politique, idéologie et propagande. Les politiciens vivent de cela, dit Beto. Salutations, Beto. Ici, nous ne sommes ni contre ni pour, on analyse la géopolitique. Voilà. MT, salutations. Anaranda, comment vas-tu ? Oui, c'est très courant. Parfois, dans il y a des gens qui viennent ici et qui veulent que je dise les choses exactement comme leur idéologie les présente, tu vois. Parfois, ils arrivent avec une idéologie très marquée, que ce soit de gauche, de droite ou liée à la religion. Et ils veulent que je donne mon avis comme ça. Eh bien quoi ? Eh bien, il se trouve que ce n'est pas comme ça. Il dit « Excellente émission, merci Gabriel. » Gabriel Durand, bonjour, salutations. Eh bien, félicitations, salutations de la part de la communauté qui regarde en différé. Nous sommes ici attentifs. S'il y a quelque chose d'important, tout à l'heure, nous reviendrons en discuterons. Mais demain, il y aura une émission spéciale à la fin du direct, sur le cinéma, sur les films. Et nous préparons aussi une émission spéciale sur tous les disparus, les scientifiques disparus aux États-Unis. Si ce qu'on va vous raconter vous plaît, eh bien nous sommes en train de préparer tout le rapport sur comment chaque cas s'est produit, ce qu'il faisait, etc., etc. On peut aussi l'élargir à d'autres scientifiques plus anciens, ainsi qu'aux scientifiques chinois, même si on manque encore d'informations les concernant, car vous savez comment est la Chine, non ? Mais bon, j'espère que vous le verrez demain. Demain, nous serons sur ce sujet, évidemment en donnant la priorité à la mise à jour, à l'information quotidienne. Merci Gabriel. Merci. À toute la communauté Team, à ceux qui nous regardent en direct ou en différé, merci beaucoup. Portez-vous bien et bon week-end. À bientôt. Nous interrompons votre programme habituel. Merci de vous brancher sur la vérité. Ici, c'est Pépé en direct. La vérité est intense, l'insolite est réelle. Ségura, ici nous l'analysons. Approche globale, ne reste pas à l'écart. Connecte-toi à la chaîne Pépé en direct, contrôlant le signal Pépé et Astrid qui dit la vérité. Le journalisme brut est respecté ici. Active l'alerte, ne perds pas le fil. À la prochaine. Oui, monsieur. Nous faisons l'appel. Suscríbete. Pépé en direct est là. Ton